Une enquête publique distincte n'offrira tout simplement pas le niveau de transparence et d'urgence attendu par les Canadiens et les Canadiennes. Les renseignements que j'ai examinés sont et doivent rester secrets. C'est ainsi que David Johnston a surpris bien du monde la semaine dernière en écartant l'idée d'une enquête publique qui, selon lui, aurait été bien peu publique à cause des renseignements secrets. Une réflexion qui n'a pas calmé les partis d'opposition qui maintiennent qu'il s'agit de la seule option viable pour faire la lumière dans le dossier de l'ingérence étrangère. Dans ce contexte, Justin Trudeau pourra-t-il un jour tourner la page sur toute cette histoire? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est chroniqueur à la presse et à Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alec, surpris de la recommandation de de la conclusion de M. Johnston la semaine dernière? Oui, surpris quand même parce que y avait une manière de faire diminuer la tension politique autour de ce sujet-là et c'était de déclencher une enquête publique. Évidemment qu'elle allait être différente des autres enquêtes publiques qu'on a vues. Là. M. Johnston, on vient de l'entendre dans l'extrait, a raison de dire qu'il y a beaucoup de documents, d'informations qui devraient rester confidentiels s'il y avait une enquête publique. Donc, des éléments qui resteraient à huis clos, des documents caviardés, sauf pour évidemment ceux qui travaillent pour la commission d'enquête. Tout ça est vrai. Je pense pas que personne s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une enquête publique, 100% publique, sur un sujet aussi délicat que l'interférence étrangère dans la démocratie canadienne. Là où je suis moins certain, c'est quand il dit, grosso modo, que quiconque aurait accès aux mêmes documents, aux mêmes entrevues que lui a menées avec des hauts responsables politiques et du SRS arriverait à la même conclusion que lui. Ça, je suis moins certain parce que, d'abord, il y a un processus autour d'une enquête publique avec la possibilité de contraindre des témoins à se présenter, contraindre aussi la présentation de documents, la production de documents. Mais il y a aussi une question de, et j'enlève rien, M. Johnston, là, mais de formation. Il est avocat, oui, mais il est surtout un universitaire, ancien recteur, ancien gouverneur général. Est-ce qu'un juge formé pour ce type d'enquête-là, ou du moins qui a l'habitude d'analyser des preuves, d'analyser des témoignages, en arriverait à la même conclusion? Est-ce que des procureurs chevronnés qui, dans la vie, posent des questions, retournent des pierres, en arriveraient à la même conclusion? On ne sait pas quel type d'entrevue M. Johnston a mené derrière des portes closes avec des hauts responsables, avec du SRS. Est-ce que les questions étaient bonnes? Est-ce que les réponses étaient évasives? Est-ce qu'il les a crues sur parole? Est-ce qu'on pourrait contre-interroger ces personnes-là pour avoir un petit peu plus d'informations? Moi, je pense que dans un processus balisé d'enquête publique, en partie et à huis clos en partie, on aurait pu aller au fond d'une histoire plutôt que de se contenter de ce que le rapporteur spécial a eu comme conclusion. Oui. Chantal, puis ensuite Michel. Chantal là-dessus. Bon, sur le fond, on peut ou pas être d'accord avec David Johnston et se dire, lui, il a vu tout ce que nous, on n'a pas vu et tout ce que l'opposition n'a pas vu non plus, c'est-à-dire le portrait complet. Et selon lui, ça ne ressemble pas à l'impression qu'on a en lisant les reportages qui découlent des fuites. C'est possible. Mais sur la forme, il y a un vice de forme, dans la mesure où le rituel, ça compte. C'est comme de dire, et là, oui, ma comparaison est boiteuse, mais quand même, c'est comme de dire, on sait ou on est pas mal sûr que Madame Machin ou Monsieur Machin a tué X. Mais c'est important pour la justice et la crédibilité de l'institution qu'on en fasse la preuve en public. Qu'on passe à travers le rituel de d'éplucher tout ça. D'autre part, M. Johnston se défend son intégrité. C'est possible totalement de le croire et de dire oui, c'est un homme intègre et de savoir qu'il n'a pas la crédibilité, malgré tout, dans l'état actuel du débat, d'être la personne qui dit à la fin, moi je suis l'arbitre et je sais que j'ai raison et vous pouvez aller voir, vous allez me donner raison, c'est inévitable. Ça tient pas la route. D'autre part, M. Johnston dit, faut arrêter de faire de la politique autour de ça, sortir ça de l'arène partisane. Il vient de le remettre là, faute d'autres de forums pour avoir ce débat-là. Alors, pour toutes ces raisons-là, on en arrive à la conclusion que David Johnston était probablement pas la bonne personne pour l'exercice, pas parce qu'il connaît Justin Trudeau, qu'ils ont skié ensemble ou bien qu'il a été à la Fondation Trudeau, mais parce qu'il est
dur d'oreille sur les notes politiques et l'ambiance politique. Oui. Michel, c'est ça, parce que c'est le flair légal versus le flair politique. Puis M. Johnston, qui vendredi dans le Globe and Mail, dit « Vous savez quoi, je suis toujours l'homme de la situation, puis je vais continuer à faire le travail. » Vous savez, il arrive dans des procès qu'on demande la récusation d'un juge. Et très souvent, le juge dit, je ne crois pas que je ne suis pas impartial, mais pour les apparences de la justice, je vais me récuser. Et c'est ça que M. Johnson devrait faire aujourd'hui. Il y a quelque chose dans sa logique qui ne marche pas. Il dit, si on fait une enquête publique, il va falloir que tellement de choses soient cachées qu'on ne donnera pas de la vraie transparence. Alors, à cause de ça, on ne fera pas de transparence du tout. Il est possible de faire une commission d'enquête. Il s'en est fait. La commission McDonald sur la GRC, la commission Keb sur la police au Québec. Toutes ces choses-là avaient des documents secrets qu'ils ne pouvaient pas donner au public, qu'ils ne pouvaient pas montrer, qui étaient fortement caviardés. Toutes ces choses-là se font, le public les comprend. On ne s'attend pas à ce que cette enquête-là soit complètement publique avec l'ambassadeur de Chine dans le box, puis des choses comme ça. Ça n'arrivera pas. Mais on peut faire une enquête, faire de la pédagogie, et c'est peut-être ça la chose la plus importante. C'est quelque chose de très sérieux, l'ingérence étrangère dans notre démocratie. Si on peut, la commission d'enquête aurait probablement été le meilleur moyen de faire cette pédagogie-là. M. Johnson a vu ça autrement. Oui, c'est toute la question du confiance du public. Si on reprend l'analogie de Chantal tantôt, on fait un procès parce qu'on veut s'assurer que le public a confiance en l'intégrité du système. Chantal, où est-ce que ça nous amène? Là, M. Trudeau, cette semaine, a dit, bon, écoutez, moi, j'accepte les recommandations de M. Johnston. Les partis d'opposition disent, moi, nous, on n'est pas d'accord, puis on réclame encore une enquête publique. Alors, est-ce qu'on réussit à tourner la page à un moment ou à un autre là-dessus ou pas? Bon, il y a un seul chef d'opposition qui a accepté de voir le portrait. Ouais. Selon moi, ils devraient tous accepter. Pourquoi ils devraient tous accepter? Parce qu'on ne peut pas dire « je ne veux pas savoir » et continuer à poser des questions en supposant. Et je suis convaincu que M. Singh, après avoir vu tout ça, va avoir encore plein de questions qu'il va pouvoir poser au gouvernement. Et dans les faits, il va avoir un petit peu plus de crédibilité, surtout s'il sort en disant « j'ai vu tout ça, mais je pense encore qu'il devrait y avoir une enquête publique ». Parce qu'on va savoir qu'il le dit en connaissance de cause. Mm-hmm. Quand même, ça vaut un peu plus cher que de dire « cacher ces faits que je ne veux pas voir parce que ça me dérange de ne pas pouvoir les interpréter à ma façon, souvent ou parfois fantaisiste. Je pense pas que le NPD, d'après tout ce que j'ai vu, est en train de dire et à terme, on va faire une motion de censure qui va dire si le gouvernement n'accepte pas une enquête publique, dans ce cas-là, on retire notre confiance au gouvernement. Et je ne crois pas qu'il y ait au sein de l'électorat une volonté de voir une campagne électorale d'ici le 1er juillet sur ce genre d'enjeu-là. Mais je prévois une fin de session plutôt houleuse. Je crois aussi que les libéraux se disent quelque part, et je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'il y a des élections complémentaires qui s'en viennent le 19 juin, que s'ils gardent leur mise et même améliorent leur score dans certains cas, ça va être la preuve que c'est eux qui ont raison. Je pense que ça va être une mauvaise lecture, mais je sens qu'ils sont tentés d'aller dans cette voie-là. OK. Alec et Michel, ensuite. Alec, où est-ce que ça nous amène, là, tout ça? Bien, à moins qu'on ait, puis c'est tout à fait possible, de nouvelles révélations sur ce qui se passe, ça va, je pense, pour l'instant, être une espèce de statu quo. Les partis d'opposition vont continuer de réclamer l'enquête publique. Du côté du gouvernement, on va dire, ben on a maintenant la caution de quelqu'un qui dit que c'est pas la meilleure manière de fonctionner. S'il y a des nouvelles révélations importantes dans les prochaines semaines, la pression va donc continuer à augmenter sur le gouvernement, puis on va être un peu de retour à la case départ. C'est un peu ça la difficulté pour Justin Trudeau, c'est que l'arme du rapporteur spécial va ne faire qu'un temps. Si à un moment donné, ça continue à déraper, il y a une limite à brandir ce rapport-là. Surtout qu'on regarde nouveau sondage Angus Reid, on voit que la population est assez sceptique, a l'impression que le gouvernement libéral gère mal ce dossier-là. La rapporteure spéciale n'a pas la confiance de la majorité des Canadiens. Il y a bien des Canadiens qui se demandent si c'était la bonne personne pour ça. Donc, les messages des partis d'opposition, particulièrement du Parti conservateur et du Bloc québécois, sur la crédibilité de M. Johnson, ils ont quand même fonctionné jusqu'à un certain point. Et donc, le gouvernement ne peut pas dire « la personne qui me recommande ça, elle est à toute épreuve ». Ce n'est pas ce que les Canadiens ont l'impression. Et donc, si on a de nouveaux coups de boutoir dans les médias ou s'il y a des nouvelles fuites, ça pourrait être compliqué. Est-ce que ça va être compliqué d'ici la fin de la session? Bon, il reste 3 semaines. Après ça, tout le monde s'en va en vacances l'été. La tension va diminuer. Mais si ça recommence à l'automne, il reste moins de portes de sortie qu'il y en avait. Michel, M. Trudeau, il est dans quelle situation?
il est dans des situations de voir ses appuis, pas at large, mais de façon ponctuelle, continuer à s'éroder un peu à cause de ça. Ça ne l'aide pas. C'est sûr que ça ne l'aide pas. Puis être le seul à avoir raison quand tous les partis d'opposition sont unanimes, c'est toujours délicat pour un premier ministre. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que faut pas oublier qu'est-ce qui a été le départ de ça. Ça a été des fuites dans les médias. Ouais. M. Johnson a beau dire c'est effrayant qu'on a fait ça et que les fuiteurs sont à blâmer pour la situation. Il pourrait y en avoir d'autres. Et là, la Chambre ne siégera plus, le gouvernement va avoir de la misère à répondre. Peut-être qu'on va se retrouver au mois de septembre dans une situation plus délicate pour le gouvernement que s'il y avait eu une enquête publique. Mais bon, ils vont vivre avec leur décision. Voilà. Bon. Entre-temps, il y aura encore du travail. M. Johnson doit le rapport final d'ici la fin du mois d'octobre. Là, cette semaine, autre sujet qui a retenu l'attention à Québec, petit changement de cap du gouvernement Legault, encore une fois, diront certains. Sur l'immigration, cette fois, ce fameux seuil de 50 000, M. Legault disait aller au-delà de ça, ce serait suicidaire durant la campagne électorale. On lui a reposé la question cette semaine. Quand il a ouvert la porte à aller au-delà de ça, il a répondu ceci. À partir du moment où on est capable, puis il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral, de dire l'augmentation, c'est seulement des francophones ou des gens qui maîtrisent le français, ça vient complètement changer la situation. Michel, il y a eu le troisième lien il y a quelques semaines, puis là, on a l'impression que c'est un autre petit volte-face. En tout cas, c'était une grosse promesse de campagne de M. Legault, puis là, on marche un peu sur la peinture. Qu'est-ce qu'on comprend? Je ne me plaindrai pas de voir le gouvernement défaire 2 promesses électorales en faisant la bonne chose. Et pour le troisième lien, et pour ça. Mais ce qu'on vient d'entendre de M. Legault, disant « Ah, les choses ont changé parce que j'ai parlé à Ottawa, puis finalement, on peut avoir juste des francophones. » Il pouvait le faire en vertu de l'entente Canada-Québec sur l'immigration depuis le début de son premier mandat. Alors, ça ne tient pas. Mais encore une fois, voici une politique qui, en campagne électorale, a été démontrée de façon assez fermée, de façon qui manquait d'ouverture envers l'immigration, qui a présenté l'immigration comme un danger plutôt que comme une possibilité d'aider le Québec. Là, d'un coup sec, on dit non, c'est la solution, c'est plus le problème, c'est la solution. D'abord, il faudra qu'il fasse la pédagogie de ça, même si beaucoup de gens le croient. Et d'autre part, le gouvernement doit maintenant dire, bon, ben, on est sérieux, on veut faire ça. Et il faudra que le premier ministre aussi dise, ben moi, j'ai changé d'idée, j'ai évolué, j'ai changé ma façon de penser, parce que le problème de ce que disait M. Legault, c'était le sous-texte, le sous-texte du danger de l'immigration, puis qui n'est pas une très bonne chose à faire ressortir dans une société. Oui. Alec, M. Legault, dans le premier mandat, avait dit, quand on fait des erreurs, je suis prêt à les reconnaître. Est-ce que c'est un peu ça qu'on vient de voir cette semaine? Est-ce que c'est un réajustement en fonction d'une politique qui était probablement peut-être mal réfléchie? François Legault, l'immigration n'a jamais été sa force. Ça a toujours été un dossier avec lequel il n'est pas très à l'aise, avec lequel il a louvoyé, puis on a l'impression que parfois il y avait un peu plus de méconnaissance et plus de politique dans ses déclarations que de faits réels. Moi, quand j'ai regardé la conférence de presse jeudi, j'avais eu l'impression que c'était la première fois qu'on avait une ou un véritable ministre de l'immigration qui comprend de quoi il parle. Que Simon-Jolin Barrette était un homme intelligent, mais qui faisait beaucoup de politique avec l'immigration, et que Jean Boulet était là un peu en attendant que les élections arrivent, puis on allait le remplacer éventuellement. Et là, Christine Fréchette est arrivée, comprend les dossiers, s'y intéresse depuis longtemps, et a visiblement changé le ton sur lequel on parle de l'immigration à l'intérieur du gouvernement. Elle a probablement convaincu, d'une certaine manière, François Legault d'aller dans une direction qu'il aurait pu prendre il y a longtemps. Je suis d'accord avec Michel. Tous les leviers qu'on veut activer actuellement existent depuis maintenant plusieurs années. On aurait pu le faire. Mais donc, on a décidé, peut-être parce que Mme Fréchette est plus convaincante, d'aller dans cette direction-là. C'est la première fois depuis 4-5 ans que j'entends le gouvernement, et particulièrement François Legault, parler de l'immigration comme étant une solution, soit au déclin du français, soit à la pénurie de main-d'œuvre, et non pas comme une menace à nos valeurs, faire des liens avec la violence, dire qu'ils travaillent pas assez, sont pas assez payés. Il y avait toujours quelque chose qui fonctionnait pas avec l'immigration, quitte à aller brasser Ottawa pour récupérer des pouvoirs, même si on savait pas trop qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces pouvoirs-là. Là, c'est la première fois qu'on a une stratégie cohérente qui peut fonctionner, qui sera pas facile à appliquer, mais qui peut fonctionner, pour lequel on a un discours nuancé. La seule chose qui a changé, assis à cette table-là,
c'est Christine Fréchette. Il doit bien avoir une raison. Oui. Qu'on avait un peu plus tôt en entrevue, qui effectivement connaît très, très bien le dossier. Chantal, là-dessus. Oui, l'avantage de cette politique-là, c'est qu'on peut comprendre à quoi elle sert et quels sont ses objectifs. C'est peut-être ambitieux, peut-être que l'exécution va laisser à désirer, mais au moins, ça s'inscrit dans une démarche qu'on peut comprendre en termes de politique publique, ce qui n'était pas le cas des déclarations précédentes. Ce qui est un petit peu ironique, Michel a parlé de François Legault qui va devoir faire de la pédagogie parce qu'il y a un certain groupe d'électeurs qui peuvent être réfractaires à l'idée d'augmenter les seuils d'immigration, c'est qu'il va se trouver à tenter de détricoter ce qui l'a aidé à tricoter avec ses déclarations jusqu'à présent. Et c'est rare qu'on voit le même politicien qui dit des choses, pas en campagne une fois, deux fois, et qui arrive avec une politique qui va dans un sens, selon moi, nettement plus constructif. D'autre part, à chaque fois, et sur deux campagnes, je l'ai couvert, moi, le dossier de l'immigration et de cette entente, quand elle a été conclue, et à chaque fois que M. Legault en parlait, c'était un peu mystérieux. Qu'est-ce qu'il pensait qu'il avait besoin de plus, considérant tous les leviers dont il se servait pas. Donc, il s'en allait, comme dans le cas du troisième lien, dans un cul-de-sac. C'est effectivement constat intéressant. J'aurais voulu qu'on parle de l'Alberta, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste. Alors, on va attendre de voir le résultat demain, puis on en parlera la semaine prochaine. Alex, Chantal, Michel? Facile, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.